Dans l'une des séquences clés de Marie et la fleur de la sorcière, la jeune rouquine manifestera son envie de s'émanciper des pouvoirs magiques que la fameuse fleur lui avait octroyés, pour avancer par ses propres moyens. Le parallèle avec la réalisation du film par Hiromasa Yonebayashi est donc tout trouvé. Lui qui avait jusque-là réalisé ses longs métrages au sein du sanctuaire Ghibli, et avait pu bénéficier de l'immense expérience du studio, de son confort, de sa force de frappe créative et financière, et bien évidemment, de la bénédiction de ses figures tutélaires, Hayao Miyazaki principalement. Désireux de poursuivre sa carrière de cinéaste malgré la fermeture du département animation de Ghibli, le cinéaste rejoint Yoshiaki Nishimura dans une nouvelle aventure initiée par la création d'une toute nouvelle entité, le studio Ponok, qui signifie en croate minuit, le début d'une nouvelle journée. Soit une volonté ouvertement affichée d'une nouvelle étape dans la carrière des deux hommes, ou à tout le moins d'une transition vers quelque chose de nouveau et ne reposant que sur leurs seules épaules. Marie et la fleur de la sorcière est née, et avec lui une nouvelle journée d'animation que l'on espère particulièrement ensoleillée. Mais hélas, il n'est donc que minuit, il fait sombre, on ne voit pas à 2 mètres et par conséquent, on recherche au mieux des chemins déjà arpentés pour avancer, au pire, on reste statique ou on rebrousse chemin. Bonjour les gens, aujourd'hui on s'intéresse donc au 3e long métrage d'un Yonebayashi privé des pouvoirs magiques que Ghibli lui avait prodigués, et que j'attendais personnellement avec impatience de voir à l'œuvre en solo. Après tout, j'ai beau trouver Arrietty extraordinaire, le film a été scénarisé par Miyazaki, et tout au long de la réalisation du film, Yonebayashi s'est constamment demandé ce que Miyazaki aurait fait à sa place. J'ai un peu moins d'amour pour le souvenir de Marnie, essentiellement à cause de légers problèmes de rythme, mais Yonebayashi a confirmé un vrai talent pour les récits introspectifs, et la peinture de personnages fragiles en proie à des maux existentiels. Sauf que pour Marie, Yonebayashi s'est volontairement orienté vers un type de récit et de personnage à l'opposé de ce qu'il avait l'habitude de faire. Et s'il est loin d'être un mauvais bourre, c'est même un film plutôt recommandable en soi, pour moi, il s'agit d'un acte manqué, malheureusement, qui en soi n'en met pas en cause le talent de Yonebayashi, mais qui montre peut-être ses limites dès lors qu'il s'agit d'aller vers quelque chose de plus spectaculaire, et surtout de supporter la comparaison avec des chefs-d'œuvre de Miyazaki, Le Voyage de Chihiro en tête. Car si personne n'a déjà manqué de rapprocher Marie et la fleur de la sorcière d'un autre film du maître, le postulat d'une jeune fille débarquant malgré elle dans un monde magique qui la dépasse rappelle bien plus fondamentalement le conte oscarisé sur lequel Yonebayashi travailla d'ailleurs en tant qu'animateur. Et en considérant que Nishimura et Yonebayashi ont également embarqué dans leur bagage quantité d'anciens artistes de la maison Ghibli, de Riko Sakaguchi au scénario à Takeshi Inamura à la direction de l'animation, en passant par Tomotaka Kubo à la DA, ou l'incontournable Kazuo Oga pour certains décors, il semble inévitable que le long-métrage soit imprégné d'une certaine manière de penser l'animation, et témoigne d'un savoir-faire résultant des nombreux films sur lesquels tous ont travaillé depuis les débuts du studio. Même Hideaki Anno est de l'aventure, en tant que fondateur de Deo Gallery, studio spécialisé dans l'art des décors et créé pour l'occasion. Le comité de production conserve également certaines grosses relations de longue date comme Nippon TV, Dentsu ou Disney Japan, et finalement, Nishimura lui-même affirme vouloir produire des films qui incarnent l'esprit de Ghibli. Le problème du film n'est donc pas tant l'influence inconsciente selon Yonebayashi, mais tout de même manifeste des films du studio, mais que celle-ci joue en sa défaveur, tant Marie et la fleur de la sorcière se montre peu inspirée dans l'usage qu'il en fait. Déjà parce qu'on a connu exposition et caractérisation plus intéressantes de la part de Yonebayashi. Dans Arrietty, Sho est atteint d'une maladie cardiaque, et dans Marnie, Anna est asthmatique, mais il s'agit de souffrances purement symboliques, qui traduisent l'absence des parents de Sho et l'oppression d'Anna, tellement renfermée sur elle-même qu'elle a littéralement du mal à respirer dans un monde auquel elle n'appartient pas. Il n'y a à mon sens rien d'équivalent et d'aussi immédiatement identificateur chez Marie, qui elle, elle s'ennuie. C'est tout. Ses parents sont absents aussi, mais a priori elle s'en accommode très bien au-delà du fait qu'elle s'emmerde, et surtout qu'elle ne peut rien faire étant donné qu'on insistera bien comme il faut sur sa maladresse. J'ose à peine citer sa volonté de sauver Peter, un gamin qu'elle déteste en premier lieu et qui s'avérera finalement être un personnage pas très intéressant, exclusivement limité à sa fonction de damsel in distress, et qui servira surtout de prétexte à des péripéties amenées de manière un peu hasardeuse, très hasardeuse en fait, à base d'enjeux pas très inspirés là non plus dans leur traitement, et surtout expédiés dans leur résolution. La fin est par exemple un très classe moment d'animation, y a pas de souci là-dessus, mais la rapidité avec laquelle l'enjeu est résolu, ça a de quoi laisser stoïque quand même, et c'est selon moi un des principaux défauts du film. C'est cette facilité avec laquelle Marie va se défaire de situations problématiques, au point finalement qu'elle n'est qu'un personnage que beaucoup trop passif, qui subit les événements plus qu'elle ne va les provoquer. Et autant j'accepte facilement le fait qu'elle tombe sur la fleur de la sorcière un peu par hasard, en suivant des chats dans une forêt mystérieuse. Après tout, c'est un élément classique de conte, j'ai aucun souci avec ça. Autant, déjà, j'ai un peu plus de mal dans sa découverte du livre des sortilèges, ou de la maison de qui vous savez.
ou qui vous savez pas d'ailleurs, vous verrez bien, qui finalement lui tombe dessus par le bon vouloir d'autres personnages. Ce qui nuit finalement au propos du film voulu par Yonebayashi, celui d'une fillette qui avance, qui évolue, qui s'améliore par ses propres moyens en fin de compte. Mais t'as beau faire dire à la directrice que Marie est une gamine redoutable, au final c'est juste une fille à qui on apporte un balai au moment où elle en a besoin, et qui bénéficie d'une aide systématique au moment opportun. De manière similaire, dans Souvenir de Marnie, Anna n'était pas vraiment active au sens où on l'entend habituellement, mais elle incarnait l'épicentre d'un récit introspectif, entièrement tourné vers ses maux intérieurs, et sa relation avec un personnage fascinant qui l'aidera à s'ouvrir aux autres et à communiquer ses émotions. Et si Arrietty et Marnie sont de si bons films, c'est aussi par le traitement réservé à des histoires intimistes, rendues amples par la mise en scène de Yonebayashi, tout à la fois symbolique, sensorielle, empathique, parlant superbement de ses personnages sans connaître à le faire à sa place, et semblant surtout explorer chaque recoin d'environnement, pourtant circonscrit à une maison ou un village côtier. Si bien que ces deux films se dotaient d'une diversité d'atmosphère ou de ton que ne laissait pas supposer l'apparent minimalisme de leur univers. A l'inverse, Marie et la fleur de la sorcière a pour protagoniste une fillette qui passe son temps à surligner ce que l'on voit à l'écran, et à répéter les mots-clés prononcés par les autres personnages. Les autres personnages ? Comme pour nous faire comprendre ostensiblement le décalage entre son quotidien et les particularités du monde dans lequel elle débarque. Dans lequel elle débarque ? Un monde que l'on prend d'ailleurs bien le temps de nous présenter, de nous faire visiter même, du parking pour balayer à telle ou telle salle d'études. Non, c'est bon. Pardon. Pardon ? En passant par un panneau annonçant le sort réservé aux intrus, parce que sinon, on l'aurait pas deviné. Tout l'inverse d'un voyage de Chihiro, encore lui, et de son univers foisonnant révélé au fil d'une action passionnante et de mystères dévoilés au compte-gouttes. Celui de Marie, lui, a presque tout dévoilé dans sa première heure sans qu'aucun événement marquant n'y ait pris place, ou que le moindre début d'un mystère n'y ait été introduit. Manifestement plus imposants que ceux d'Arrietty et de Marnie, les environnements de Marie sont si sous-exploités et terre à terre qu'ils n'en paraissent finalement que plus limités. L'Académie n'est pas un personnage mais un simple décor. Ce n'est plus un récit d'aventure, c'est une visite guidée. Et j'évoquerai à peine les faux enjeux à base de métamorphomagie qui n'intéressent pas Yonebayashi une seconde tant leurs obscurs tenants et aboutissants ne dépassent jamais le stade de l'anecdotique. Il y a quelque chose de très révélateur à ce sujet d'ailleurs. C'est une réplique de Peter dans laquelle il dit grosso modo qu'il aimerait bien lui aussi avoir des pouvoirs magiques pour pouvoir aider ses parents et changer. Et c'est plutôt sympa, étant donné qu'à côté t'as une académie qui tente des expériences pour grosso modo prodiguer à tous leurs élèves absolument tous les pouvoirs magiques possibles et imaginables. Forcément, c'est quelque chose que tu associes direct à Peter, et tu pourrais imaginer autour de ça une sorte de dilemme. Étant donné que chaque métamorphose tentée jusque-là a échoué et transformé ses victimes en monstres, lui pourrait malgré tout être attiré par l'expérience pour obtenir cette magie, quitte à être un nouvel échec. Voire pourquoi pas devenir cet archétype du personnage bon devenu mauvais au gré de ses obsessions grandissantes, archétype qu'incarne de toute façon déjà la directrice et le scientifique. Classique, c'est clair, hein, mais toujours plus engageant qu'un gamin qui se fait trimballer un peu partout au gré des événements. Bref, un réel enjeu moral qui donnerait une dimension supplémentaire à l'histoire. Sauf que c'est jamais abordé. La réplique sur ses parents ne sera jamais développée, et au final, Peter restera un personnage qui ne comprendra absolument rien à ce qui se passera autour de lui. Ok. D'où l'impression finale d'une aventure timorée et presque désincarnée, sans conflit et sans enjeu. Marie et l'univers qu'elle parcourt n'ont pas d'impact significatif l'un sur l'autre, et le tout manque particulièrement de moments de bravoure, dont le plus mémorable reste finalement la très belle séquence d'ouverture. Là où Chihiro gagnait progressivement en courage et en détermination, qui allait impressionner son monde et modifier l'issue des événements, Marie évolue timidement et suscite un ennui poli. Tout semble désincarné, trop mécanique et sans magie, ce qui est plutôt ironique pour un film qui en fait l'une de ses principales composantes. Alors est-ce que le fait que Ponok ne fasse même pas partie du comité de production de son propre film a joué un rôle dans le choix du bouquin adapté? Est-ce qu'il s'agissait d'un film plus facile à vendre et plus idéal en guise de première prod? Est-ce que la courte durée de production et le blocage rencontré par Yonebayashi au milieu de sa réalisation ont pu porter préjudice au projet? C'est fort possible. C'est fort possible et c'est dommage. C'est dommage parce qu'après s'être éloigné des canons du Ghibli avec Souvenir de Marnie, Yonebayashi va ici constamment les rechercher. Et mine de rien, le film se laisse suivre certes avec un peu d'indifférence, mais se montre plutôt bien rythmé et plutôt divertissant. Une sorte de film de transition en somme, pour un studio à la recherche de son identité, et qui montre malgré tout l'exigence de fabrication qu'on attendait de lui. Certes, le film manque vraiment d'instants marquants, pour le coup, mais il reste particulièrement bien produit, avec de vraies et de très jolies fulgurances d'animation. J'ai déjà évoqué l'intro et le climax, entre autres, mais l'apparition de la directrice est top, il y a quelques effets de lumière qui claquent bien, les scènes avec les animaux sont plutôt pas mal aussi, et surtout les scènes de vol. Les scènes du vol qui sont
parfaitement exécutées, le découpage est nickel, elles sont souvent grisantes, et pour le coup, j'aurais vraiment aimé qu'il y en ait un peu plus. Et surtout des scènes d'action dans les airs. La première scène, dont j'en ai parlé, l'ouverture, est vraiment bien, mais la deuxième est complètement anecdotique, étant donné que là aussi, Marie va s'en sortir avec une pirouette sans souci, quoi, sans problème. Et même si je les trouve vraiment pas folles quand l'action se passe au sein de l'académie, la direction artistique et la photo font vraiment des merveilles pour le coup une fois sur la terre ferme, entre une ambiance chaleureuse, bucolique, et une attention du meilleur effet portée sur l'ombre et la lumière. Alors est-ce que tout ça compense le manque d'immersion provoqué par des archétypes bien connus et un récit sans surprise ni exaltation? Ben non, pas du tout. Il y a même fort à parier que j'oublie le film assez rapidement en fait, malheureusement. Mais ne serait-ce que parce qu'il vaudra bien mieux probablement que pléthore de films d'animation qu'on verra cette année, je peux pas vraiment vous le déconseiller. Et d'ailleurs, je suis assez curieux de lire vos avis, donc n'hésitez pas, évidemment, à en parler dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve comme d'habitude, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, pour parler de je ne sais pas quoi. So, à la prochaine. À la prochaine!